Tout d'abord, signaler que on a lu quand même pas mal pour éviter de dire trop de bêtises, hein, et que les deux gros ouvrages, enfin les deux ouvrages de référence sont l'un une étude très complète, fouillée, subtile, intelligente, d'une américaine qui s'appelle Linda Bank Downs et qui s'appelle tout simplement Diego Rivera, The Detroit Industry Murals. Et puis, si vous allez, comme certains d'entre vous d'ailleurs y vont très prochainement avec moi, si vous allez au Detroit Institute of Arts, vous pourrez acheter ce livre de Scala, qui est à l'heure actuelle le guide le plus courant pour regarder et ensuite apprécier donc le travail de Rivera. Alors, on va tourner autour des choses. C'est pas inimportant de tourner autour des choses, des présences et des lieux. C'est un peu étonnant, tu le disais à l'instant, Paul-Henri, qu'un Mexicain un peu marxiste sur les bords se soit retrouvé d'un seul coup le chantre officiel de... Puisque vous avez vu le titre, j'ai pas assez insisté, on n'insiste jamais assez. Parce qu'il y a des gens qui vous disent « Ah, je vais voir les fresques Ford de Rivera à... » Non, enfin, oui et non. Vous sentez bien que c'est Detroit Industry. Et alors, l'anglais est merveilleux pour ça, puisque vous savez que industry peut être interprété à la fois comme industrious ou industrial, c'est-à-dire industrieux ou industriel. Et peut-être qu'en fait, Rivera ne rend pas tant hommage au Détroit industriel qu'au Détroit industrieux, c'est-à-dire à la femme, à l'homme qui travaille. Et à cette idée que le travail, c'est l'endroit, ça peut être, et l'endroit de l'indignité et de l'humiliation, et aussi l'endroit de la dignité. Et Diego Rivera, qui étant mexicain et de culture à la fois marxiste et catholique, ce qui, comme chacun sait, fait un ensemble assez merveilleux et harmonieux, est confronté là à une culture quand même massivement réformée et protestante. Et c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais enfin, vous le savez, quand même, Max Weber nous rappelle que dans la religion réformée, l'homme s'est retenu de créer le monde parfait pour que l'homme puisse le porter à sa perfection par son travail. Et que le travail dans la religion réformée n'est pas tant effectivement le salaire du péché que l'opportunité de contribuer à la création divine. Et donc il n'est pas anormal d'être rémunéré pour cette contribution, le fameux statut de la richesse évidemment dans les sociétés réformées, dans les sociétés catholiques romaines, et que l'important n'est pas tant de gagner de l'argent que de savoir ce qu'on va en faire, et comment on va, dans une responsabilité sociétale de l'entreprise, rendre à la communauté sans laquelle la création de cette richesse n'aurait pas été possible, un certain nombre de choses. À cet égard, évidemment, Ford n'est pas inintéressant, lui qui, d'une certaine manière, rivalise avec un certain nombre de grands patrons industriels Quakers de l'Angleterre des Midlands. On peut penser à Howard Lever, par exemple, ou au Cadbury, à George Cadbury, ou des gens comme ça, dont les cités ouvrières idéales restent aujourd'hui des modèles, effectivement, d'habitat, et sont maintenant plus habités par les ouvriers des entreprises, mais sont recherchés, évidemment, par... Voilà. Donc, on peut penser à tout ça aussi. Hein. Le titre choisi, Detroit Industry, n'est pas effectivement innocent. Alors, rien ne se passe sans les hommes, en dépit d'autres affirmations. Et donc, on va commencer avec un monsieur qui s'appelle William Valentiner, mais plus exactement Wilhelm Valentiner, ou plus exactement Herr Dr. Wilhelm Reinhold Otto Valentiner, né en 1880 et mort en 1958, et sans qui les fresques de Détroit n'auraient pas existé, puisque c'est lui. Et ça, là aussi, beaucoup d'erreurs sont commises. Ce n'est pas Henry Ford ni même son fils qui ont commandité les fresques de Détroit. C'est Valentiner, qui était à ce moment-là, effectivement, non pas directeur, mais avait un poste très important au musée de Détroit, qui ne s'appelait pas à ce moment-là le Detroit Institute of Art, mais le Detroit Museum of Art, et qui a... Alors, Valentiner, c'est pas exactement de la petite bière érudite, hein, c'est de l'érudition germanique au sens fort. Hein. C'est-à-dire qu'il est quand même l'auteur du catalogue raisonné de Franz Hals,
Donc vous avez ici une version abrégée, hein, mais c'est lui qui effectivement est l'auteur du catalogue raisonné de Frans Hals, et il publie en 1957, alors vers la fin de sa carrière, un livre qui n'est pas sans importance, puisqu'il annonce un certain nombre de recherches beaucoup plus contemporaines sur le lien entre Rembrandt et Spinoza. C'est-à-dire, effectivement, tout ce qui tourne autour du XVIIe siècle dans les Provinces-Unies. Vous le savez, dans le syndic des drapiers, il y a effectivement 5 syndics du monde des drapiers, peut-être 4, je ne me souviens plus très bien, mais peu importe. Et derrière, debout, sans le chapeau qui le qualifierait de membre, évidemment, du corps gouvernant défendant les intérêts des drapiers amstello-damois, vous avez un personnage, sans chapeau, tout seul, debout, qui bien sûr n'a pas, vous savez que les doelens, les tableaux de confrérie, etc., chacun paie suivant la place qu'il occupe dans le tableau. Hein. Alors quand vous avez un immense tableau de confrérie de Frans Hals, tout dépend d'où vous êtes. Si vous êtes là-haut dans un coin à peine visible, ça va vous coûter 3 francs 6 sous. Mais si vous êtes au milieu, au centre, là, ça va vous coûter effectivement très cher. Et toute la critique pense que ce personnage debout qui n'appartient pas au corps gouvernant du syndic des drapiers, le syndic des drapiers a payé pour qu'il soit là, comme une forme de reconnaissance que cet homme, qui visiblement doit être leur secrétaire général, apporte au fonctionnement de la communauté, sans être lui-même membre de la communauté. C'est très important. Il n'est pas assis à la table, il n'a pas le chapeau, donc il est extérieur à la communauté, et pourtant la communauté tient à eux. Et un certain nombre de gens disent qu'il n'est pas impossible que ce soit Spinoza qui, effectivement, on le sait, a gagné de temps en temps sa vie en étant au service d'institutions qui défendaient les intérêts d'un certain nombre de commerçants d'eux. Alors, le 26 février 2014, David Walsh, qui est un intellectuel de gauche américain, ce qui n'est pas une contradiction dans les termes, a écrit « A report to the Workers' Inquiry, Art and the Working Class ». Alors pourquoi le 26 février 2014 ? Parce que le 26 février 2014, la ville de Détroit est dans une situation financière absolument terrifiante. Et qu'il est envisagé de vendre une partie des collections du musée des Beaux-Arts de Détroit pour financer un certain nombre d'éléments essentiels du budget communal, et qu'on ne sait pas très bien si on n'est pas en train d'envisager de démonter les fresques de Rivera et de les transporter ailleurs. Et là, effectivement, Walsh va faire appel à Valentina. Le titre exact du document, c'est « The Workers' Inquiry into the Bankruptcy of Detroit and the Attack on the DIA and Pensions ». C'est-à-dire l'enquête des travailleurs sur la banqueroute de Détroit et l'attaque sur le Detroit Institute of Arts et les retraites. Sous-entendu, les retraites, probablement aussi des gens qui ont travaillé à. Valentina had certain ideas about art that he never changed. He believed that art could attain greatness only by contact with the suffering masses. Alors, Valentina n'a aucun record of being a Marxist. Il n'a jamais. Bon. Mais on peut comprendre que son choix de Rivera, que son choix se soit porté sur Rivera à cause de ce que David Walsh dit de lui. C'est-à-dire, il considérait que l'art ne pouvait atteindre la grandeur que par contact avec la souffrance des masses. And by drawing spiritual sustenance from their tragic experiences. Et en tirant une sorte de force spirituelle de leurs expériences tragiques. He also believed that the most important art arises from greater depth and embodies the broad masses of the people. Il croyait aussi que l'art le plus important surgit de profondeur très grande et incarne finalement les masses du peuple dans son ampleur et dans leur diversité. Et c'est là où c'est intéressant. Valentina n'est pas simplement ce que Walsh nous dit, c'est-à-dire quelqu'un qui a effectivement une conscience sociale extrêmement développée,
il va investir cette conscience développée dans des achats qu'il va faire pour le musée. Par exemple, évidemment, quelque chose qui est de l'ordre de l'art populaire, hein, c'est-à-dire la danse de mariage de Pierre Bruegel l'Ancien, qui date de 1566. Et évidemment, vous le savez, enfin, tous ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'art, la fragmentation du grand récit explicatif du monde en un pullulement d'anecdotes juxtaposées dans une toile de Bruegel signifie la fin d'un monde et le début d'un autre. Et quand en plus ce monde n'est plus un monde immédiatement religieux ou monarchique ou aristocratique, ce qui est une possibilité donnée par Anvers, bien sûr, alors on voit bien que Bruegel est un de ces peintres essentiels qui signale le passage d'un monde à un autre. C'est quelqu'un qui a parfaitement assumé la terreur gauchienne. Pour ça, il faut aller évidemment à Anvers, au musée Meier-Vandenberg, où vous verrez ce tableau absolument fabuleux qui s'appelle effectivement De Ligrit, Margot le Ragé, hein, qui est un tableau fabuleux parce que Pierre Bruegel l'Ancien reprend à son compte les deux grands aspects de Bosch, c'est-à-dire la perte d'échelle d'un côté, et puis effectivement le mélange des ordres du vivant, alors que le récit génétique est fondé sur la séparation des ordres du vivant. Ce que Paul Beauchamp, exégète jésuite remarquable, a montré dans un livre essentiel qui s'appelle Création et séparation. Cette idée qu'on crée en séparant. Donc c'est avoir choisi Bruegel parmi les achats fondamentaux qu'il a réalisé Valentina pour le musée, ça n'est pas innocent. Et comme par hasard, on retrouve cette idée d'un achat qui va valoriser un exclu ou un marginal, puisqu'il est le premier à acheter un très grand autoportrait de Van Gogh pour, effectivement, à une époque où Van Gogh, je vous le rappelle, n'a quand même vendu qu'un seul tableau de son vivant, à une femme peintre belge dont il avait connu le frère à Arles, qu'il a elle-même revendu ensuite à Tchoukine. Donc vous voyez, tout ça, ça circule relativement tranquillement. Et il faut bien voir qu'il y a un contexte dans lequel, effectivement, la défense du DIA, du Detroit Institute of Arts, correspond très probablement, effectivement, à une revendication de gauche, au nom des retraites des gens qui y ont travaillé, et puis au nom d'une culture accessible aux masses, par le fait que le Detroit Institute of Arts a besoin d'un budget qui puisse lui permettre de ne pas demander de droits d'entrée ou de maintenir des droits d'entrée très bas, et de pouvoir être ouvert régulièrement à des heures où des gens qui sont par ailleurs des travailleurs puissent y avoir accès. Ce qui était le projet de Valentina, c'est-à-dire une forme d'éducation populaire. Le musée n'est pas simplement le lieu où on enferme des trésors, c'est une forme d'éducation populaire. Françoise Nyssen publie aujourd'hui un livre qui sera le bilan de son passage au ministère de la Culture. Elle rappelle dans le livre très clairement son engagement au service effectivement d'une culture dont la démarche éducative et populaire est absolument essentielle. Alors, c'est Valentina qui a choisi Diego Rivera lui-même, dont vous voyez ici un autoportrait par Amedeo Modigliani fait à Paris en 1914. Et vous trouverez simplement sur Wikipédia, anglais bien sûr, pas français, mais anglais, vous trouverez un extrait de, comment dirais-je, du cahier des charges ou de la lettre de mission que Valentina envoie à Rivera. To help us beautify the museum. Donc vous voyez, les fresques ne sont pas dans une usine ou ne sont pas dans la salle du conseil d'administration de Ford ou dans la salle, effectivement, de réunion du conseil municipal de Détroit. C'est vraiment dans le musée. C'est-à-dire dans un lieu qui est accessible, qui rassemble une culture essentielle et où tous doivent pouvoir non seulement avoir accès, mais être aidés dans leur compréhension et dans leur accession à, effectivement, ce qui est présenté dans le musée. To help us beautify the museum and give fame to its all through your great work. Ça, c'est classique. Hein. N'oubliez pas, certes, on est en 1931-32, mais il y a encore, évidemment, tout un tas de musées du Middle West, hein, pas tant de la côte californienne, qui a été inévitablement occupée avant à cause de l'arbre vers l'or. Mais le Middle West, évidemment, est quelque chose qui est... La côte californienne a été occupée bien avant, effectivement, toute une partie du Middle West.
hein, c'est clair. Les gens passant par le Cap du Bonnet pour remonter, etc., par le Cap Hornet. Voilà. Et où c'est qui a été d'ailleurs à l'origine de la première réflexion sur l'éventuelle création d'un canal de Panama, qui permettrait de passer plus. Voilà. Et ensuite, on a construit le chemin de fer transcontinental, etc. Mais voilà. Et effectivement, si vous voulez, il y a tout un tas d'endroits, je pense à Cleveland, je pense à Détroit, qui vivaient dans l'ombre portée des grandes institutions muséales de la côte Est. Philadelphie, Boston, New York, évidemment. Voilà. Donc, the Arts Commission will be very glad to have your suggestions of the motifs. Vous êtes libre de choisir vos motifs, vos sujets, which could be selected after you are here. Et on pourrait sélectionner ça une fois que vous serez ici. They would be pleased if you could possibly find something out of the industry of the town. Si votre sujet pouvait être choisi dans l'industrie de la ville, alors là, pas de problème. But at the end, they decided to leave it entirely to you what you think best to do. Et finalement, effectivement, ils consentent à ce que ce soit lui qui décide quel genre, effectivement, de sujet il choisira. Alors, il ne vous a pas échappé que le document que vous avez vu, par lequel vous avez été, malheureusement pour vous, invité à cette fin d'après-midi, est un document qui représente pas les fresques de Rivera, bien sûr, pour Détroit, mais une fresque qu'il avait réalisée pour ce qu'on appelait à l'époque la San Francisco School of Fine Arts, et que Valentina a vu, et c'est ça qui a décidé Valentina à approcher, effectivement, Rivera. Et cette fresque, la voici. D'ailleurs, elle date de 1931, c'est-à-dire le moment qui précède immédiatement la prise de contact de Valentina avec Rivera et son arrivée, effectivement, à. Et cette fresque, qui s'appelle tout simplement The Making of a Fresco, comment faire une fresque, Showing the Building of a City, qui montrerait la construction d'une ville. Et donc vous avez l'élaboration d'une ville. Alors, il y a deux choses. Premièrement, vous voyez que Rivera est ici, qui est en train de surveiller effectivement la mise en place du chantier. Et deuxièmement, vous voyez bien que la construction de la ville qui est évoquée ici, elle correspond dans la portion centrale à la construction d'une figure gigantesque et héroïque du prolétaire. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, on va le revoir tout à l'heure. Donc, je passe rapidement. Vous avez tous les personnages qui sont en train de travailler sous la conduite de Rivera, assis, vu de dos, ce qui est une assez jolie manière de se présenter, effectivement, assis, vu de dos, en train de surveiller l'exécution de son travail. C'est un patron d'atelier. C'est pas un artiste maudit, au sens de quelqu'un qui se suicide ou qui ne vend qu'un seul tableau de son vivant et ensuite se suicide parce qu'il est génial, mais ça se saura dans 50 ans. C'est pas du tout ça. Il y a quelque chose finalement de rubensien chez Rivera. C'est-à-dire qu'il faut rassembler des gens et il faut faire travailler ces gens le plus possible et le plus finement et astucieusement possible. Et en bas, vous avez des gens qui calculent, qui regardent combien ça va coûter, à quoi ça va servir, etc. Mais en gros, c'est l'épiphanie de la figure du prolétaire, sans lequel la ville ne peut pas être construite. La ville est construite par le prolétaire et elle est destinée au prolétaire. Et si la ville sert le prolétaire, alors elle est juste. Si elle ne le sert pas, alors elle est injuste, bien sûr. Et on insiste, bien sûr, sur la présence, effectivement, de tous les gens qui travaillent manuellement. Ça, je crois que c'est absolument essentiel. Alors, derrière ça, il y a probablement chez Rivera le souvenir de ce qui se passe en Europe à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire, je m'excuse pour ceux d'entre vous qui suivent les conférences régulièrement, je ne fais que répéter les mêmes choses à longueur de temps. Cette crispation fabuleuse qui naît avec Carlyle, mais encore plus nettement avec Ruskin et qui va jusqu'à William Morris, par lequel on va opposer l'atelier à l'usine et la main à la machine. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour d'un retour glorieux de l'artisanat contre, effectivement, l'industriel. Et cette idée que la hiérarchie traditionnelle des arts doit être renversée, les arts les plus importants ne sont pas la peinture, la musique, la sculpture et l'architecture, ce sont les arts décoratifs, parce que c'est eux qui permettent d'habiter le quotidien de manière supportable. Et ça, c'est fondamental. Ça va donner naissance à l'art nouveau, ensuite, effectivement, à tout un tas de choses qui iront jusqu'à... etc. Voilà. Et donc, vous avez la juxtaposition de travailleurs manuels et de travailleurs intellectuels, qui sont évidemment embourgeoisés. Mais ces travailleurs intellectuels, alors peu importe, c'est pas très très grave, probablement, vous avez à gauche Timothy Pfleger,
qui a construit la bourse de San Francisco, enfin un peu de sous quand même pour faire tout ça, pour financer tout ça. Hein, c'est comme dans les cités Renaissance italiennes, s'il n'y avait pas eu un peu de marchands qui avaient les sous pour, s'il n'y avait pas eu des apprentis banquiers, genre Médicis, etc., qui ont eu les sous pour, il ne resterait pas grand-chose aujourd'hui, hein, c'est clair. Bon, il ne faut pas oublier que c'est quand même, effectivement, le conseil municipal, puis on peut l'appeler comme ça, de Sienne, qui commande aux deux frères Lorenzetti les fresques du bon gouvernement et du mauvais gouvernement. Hein, pour se rappeler que, voilà. Bon, au centre, vous avez William Gustl, qui est un banquier, philanthrope et président de l'association artistique de San Francisco. Et puis, sur la droite, vous avez Arthur Brown, l'architecte qui a dessiné un des monuments les plus connus de San Francisco, la tour Coit. Je m'excuse, elle s'appelait comme ça, la dame qui a payé la tour. Hein, parce que vous savez, tous les gens qui sont allés à San Francisco, l'Opéra de San Francisco et la mairie de San Francisco. Hein, voilà. Alors, sur la droite, vous avez justement, ça c'est très important, une femme qui s'appelle Marion Simpson, qui est de Berkeley, et qui est une mosaïste. Donc c'est quelqu'un qui là aussi travaille dans du décoratif, qui, avec la fresque, est un art finalement extrêmement, ou est une technique extrêmement ancienne, qui est rapportée ici. Et là, vous l'avez, hein, Evera, en haut, vu de dos, à côté de quelqu'un qui est au travail avec sa planche, etc. Et puis, vous avez aussi quelqu'un qui, d'une certaine façon ici, est un sculpteur. Alors, est-ce que c'est une sculpture en vue de quelque chose d'artistique? Est-ce que c'est une sculpture en vue d'un décor du quotidien qui réenchantera le quotidien? Ça, peu importe. Alors, parmi ces présences et ces lieux, vous avez aussi, inévitablement, Edsel Ford. Alors, Edsel Ford, c'est le fils unique de Henry Ford, qui est né en 1893 et qui est mort brutalement d'un cancer généralisé en 1943 à l'âge de 50 ans. Ce qui a obligé Henry Ford à reprendre la présidence direction générale de l'entreprise Ford qu'il avait créée. C'est absolument tragique. C'est assez classique, si vous connaissez l'histoire de Michelin, si vous savez, c'est assez classique que des fils uniques, héritiers de très grands créateurs, quelque part, disparaissent. Voilà, peu importe, vous en tirez les conclusions qui s'imposent, il y en a probablement pas à tirer, c'est pas grave, mais il y a quand même quelque chose qui est fondamental. C'est cette idée qu'il est très difficile de succéder à un génie. Rubens avait comme ça un merveilleux portrait de Jan Bruegel de Vloer, le deuxième fils de Pierre Bruegel l'Ancien, où le pauvre petit Jan Bruegel de Vloer, le visage est tout entier caché dans le coin en haut à droite. Il met en avant sa femme et ses enfants, mais lui, très difficile d'être le fils d'un génie, hein, c'est clair. Voilà. Donc 93-43, le voilà effectivement peint par Diego Rivera, avec derrière lui effectivement un modèle de voiture relativement révolutionnaire qu'il avait mis au point et qui n'avait pas été sans créer une source de tension entre son père et lui. Parce que quand vous avez créé une entreprise et que vous voyez un fils qui commence à l'intérieur de cette entreprise à vouloir changer les choses, ça ne facilite pas du tout le fonctionnement de. Alors je vous rappelle que c'est ça, hein, Ford c'est quand même ça, c'est River Rouge, hein, c'est la rivière rouge, c'est voilà, absolument énorme, HF sans aigu, NAURME, comme dirait Flaubert. Que ça soit à l'extérieur, et vous voyez que ça draine inévitablement, bien sûr, par le système des grands lacs, des péniches, etc., etc. C'est un univers pluriel. C'est un univers à la fois aérien par la pollution des cheminées, c'est un univers terrestre à la fois par la géométrie et la géographie, bien sûr, des usines. C'est un univers aquatique parce qu'on apporte des matières premières par l'eau et on renvoie effectivement des produits manufacturés par l'eau. Et à l'intérieur, c'est l'éternelle question, évidemment, de la ruche. C'est-à-dire, est-ce que vous avez là des petites abeilles qui sont en train merveilleusement satisfaites de faire le miel, etc., etc., ou est-ce qu'on est dans la déshumanisation absolue due au renforcement du Fordisme par le Taylorisme? Et alors, évidemment, le fils Ford se fait construire une maison qui est extraordinairement fidèle à ce que vous voyez là. C'est-à-dire, évidemment, qu'on va aller chercher une architecture vernaculaire du centre de la... C'était l'ironie. Une architecture vernaculaire de la campagne anglaise, les Cotswolds. Si vous connaissez vos Cotswolds, vous avez là, effectivement, typiquement. Et vous voyez que la cantine familiale n'est pas exactement celle de l'entreprise. Hein, et que vous avez ici Edsel et sa femme, Éléonore, qui était d'ailleurs ravissante. Et ils vont choisir comme architecte de cette maison qui est du vernaculaire des Cotswolds,
ils vont choisir comme architecte Albert Kahn, qui n'a rien à voir avec le Albert Kahn français de Boulogne-Billancourt. Hein. Mais regardez ça, Albert Kahn, c'est ce qu'il fait. Et là, que vous le vouliez ou non, vous avez quelque chose qui annonce évidemment la modularité de l'architecture industrielle liée à la modularité du gratte-ciel chicagoan, tel que William Le Barringeni la définira, puis tel que Adair et Sullivan, Burnham et Root, et puis Holloway et Roach ne cesseront effectivement de le confirmer. Alors, je vous rappelle que ça, c'est effectivement Kahn, c'est Packard Automotive Plant en 1905. N'oubliez pas qu'au moment où, effectivement, Kahn, qui est non seulement un architecte du jeune ménage Ford, mais qui est aussi le commissaire aux beaux-arts de la ville de Détroit, donc il va aider Valentiner dans le choix de Rivera et le financement d'eux. N'oubliez pas qu'au moment où ils font ça, je vous le rappelle, hein, vous savez ce que c'est ça, bien sûr, c'est le grand réservoir de Central Park vidé pour servir de lieu de construction d'abri temporaire aux gens qui ont perdu leur emploi à New York, hein, pendant la crise. Et on appelle ça Hooverville, pour la honte du président Hoover, qui est rendu responsable, effectivement, de la crise. Alors, 32, c'est important, parce que c'est la première élection de Franklin Roosevelt. C'est extrêmement intéressant de voir que Roosevelt est élu pour la première fois président des États-Unis sur un programme qui est très simple. Hein. Vous m'avez élu gouverneur de l'État de New York comme mon cousin Théodore. Hein. J'ai montré qu'un État pouvait trouver des solutions pour sortir de la crise. Si vous me faites confiance, j'essaierai d'appliquer ces solutions qui ont permis à l'État de New York, dont j'étais l'exécutif, de sortir de la crise. Je vous propose de les appliquer à l'ensemble de la nation. C'est assez simple. La campagne de Roosevelt, elle est entièrement bâtie là-dessus. J'ai fait ce que je pouvais à New York, dans l'État de New York. Si vous me faites confiance, je crois qu'on peut faire la même chose sur une échelle plus grande, effectivement, voilà. Et ça, donc, c'est Hooverville dans Central Park. Et là, vous avez effectivement le bâtiment de General Motors de 1919. Alors, on est évidemment amené à se dire qu'il n'y a pas simplement une origine chicagoane, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire, il y a une origine longtemps, enfin pas si longtemps que ça, avant que Mies et Gropius décident que le Bauhaus c'est fini et qu'il faut qu'ils s'en aillent aux États-Unis, Gropius au MIT et Mies bien sûr à Chicago à cause de la première école de Chicago. Mies a une sorte de... Dans Fröhlich, il écrit en 1916 que la ville moderne sera faite sur le gratte-ciel et sur les reflets des gratte-ciels les uns dans les autres. 1916, c'est fou. Et donc il est destiné à venir à Chicago, où il réalisera le modernisme international. Mais là, vous avez effectivement un bâtiment qui regarde d'un côté vers le gratte-ciel de Chicago et de l'autre, inévitablement, vers effectivement le Bauhaus. Et pendant ce temps-là, vous avez évidemment les queues de nourriture gratuite dans la ville de New York. Hein. Vous lisez sur la window, free soup. Voilà. Et en même temps, si vous voulez, voilà. Vous ne pouvez pas empêcher que Rivera soit quelqu'un qui voit ça, qui sent ça. Une espèce de tension, de contradiction, etc. Et voilà donc Kahn, hein, l'architecte, avec comme par hasard Diego Rivera et Frida Kahlo, puisque, si vous voulez, Valentina et Edsel Ford sont absolument fondamentaux dans l'arrivée de Rivera en 1932 à Détroit pour faire les fresques, mais sans Kahn, il ne serait pas là non plus. Alors, je ne suis pas un universitaire, je m'excuse, je n'ai pas trop le temps de m'occuper de recherches très très fouillées. Je n'ai pas réussi à prouver que Rivera connaissait Sheila, ou savait. Parce qu'évidemment, Rivera n'est pas le premier à illustrer l'industrie. Vous avez quelqu'un comme Charles Sheila. Alors, je m'excuse, certains d'entre vous connaissent probablement Sheila beaucoup mieux que moi, mais Sheila, vous savez, c'est quelqu'un qui est à la fois photographe et peintre, et qui appartient à ce qu'on appelle le groupe précisionniste, qui va se constituer autour, évidemment, de Alfred Stieglitz, le créateur de Camera Work, l'homme qui a fait de la photographie un art en commençant sa théorisation, hein, dans Camera Work, le compagnon de Georgia O'Keeffe, bien sûr, hein, photographe éblouissant.
Et il a rassemblé autour de lui un groupe de gens jeunes. Alors, ceux d'entre vous qui sont venus avec moi à Lancaster, en Pennsylvanie, vous avez vu le musée de Charles Demuth. Demuth, ça fait partie du même groupe des précisionnistes. Vous avez des gens comme John Holt, vous avez tout ce que vous voudrez. Le plus important, c'est probablement Charles Sheeler. Et on sait que Charles Sheeler a été convoqué chez Ford. Pour réaliser quoi? Pour réaliser ça. C'est-à-dire des vues assez étonnantes des usines de la River Rouge. Et vous voyez qu'il y a un truc qui est complètement différent, c'est-à-dire l'absence de toute présence humaine. Comme si Sheila était fasciné par les géométries artificielles de la construction de l'usine. Et est-ce qu'il pense à ce moment-là qu'il y a une sorte de déni de l'humain dans cette géométrie insistante et extraordinairement immobile? C'est possible. Alors que vous avez vu, vous le verrez tout à l'heure, Rivera insiste profondément sur la présence humaine dans le travail. Il y a une célébration à la fois du danger du travail et en même temps de la présence humaine dans le travail. C'est un très grand photographe qui n'hésitera pas à dire que pour lui, les conveyors des usines Ford sont au moins aussi fascinants que les arcs-boutants des cathédrales gothiques. Et qu'il y a une beauté moderne, contemporaine de ces conveyors qu'il importe de regarder et de célébrer. Alors vous savez qu'il y avait non seulement à Chicago et à Dearborn, mais à Buffalo, il y avait tout un tas comme ça de silos à grains et de conveyor belts, etc. Et ça a fasciné Le Corbusier, qui a trouvé ça absolument génial. Et alors vous sentez que le gros problème, évidemment, c'est quand même la question de la présence humaine. Comment tournent ces usines? Puisque vous n'avez qu'une seule présence humaine qui est là. Et donc c'est là où un certain nombre de gens ont commencé à parler de ce qu'on appelle technological sublime, le sublime technologique. C'est-à-dire cette idée que 1757, la théorisation du sublime naturel par Burke, suivie par Kant en 64 et puis ensuite en 90 avec la troisième critique, mais qu'il y a au fond, de par le technologique, une forme de sublime qui s'est développée, c'est-à-dire des constructions industrielles dont les dimensions produisent sur l'homme qui y travaille et qui les contemple le même sentiment de awe, A-W-E en anglais, une sorte de crainte religieuse, de terreur, qui lui fait tout d'un coup percevoir des dimensions du réel auxquelles il n'avait pas accès jusque-là. Et que ça soit dans le domaine de la peinture ou de la photographie, vous avez exactement le même fonctionnement. Ça, c'est clair. Et tout ça, effectivement, c'est Schiller, invité par Ford, il y a un tout petit côté, si vous voulez, grand mécène italien du 15e ou 16e, invitant un peintre à illustrer, finalement, la gloire créatrice d'hommes. Est-ce que là aussi, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'il y a eu quelque chose du côté de Benton? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1909, Thomas Hart Benton, qui est le grand peintre régionaliste américain, c'est-à-dire la forme absolue du conservatisme régionaliste américain, mais qui aura quand même un élève qui fera pas mal parler de lui, dans un côté un peu plus transgressif, qui s'appelait Jackson de son prénom et Pollock de son nom. Et Thomas Hart Benton, qui a donc rencontré Rivera en 1909 à Paris, ça on en est sûr, est invité en 1930-31, comme par hasard l'année avant l'invitation de Valentiner et la réalisation d'œuvres, à réaliser ces fameuses fresques de America Today, 1930-1931, qui ont été commandées par la New School for Social Research, la nouvelle école de recherche sociale de Greenwich Village à New York, qui était hotbed of, tout ce que vous voudrez, c'était un repère de Marxo, tout ce que vous voudrez. Hein, donc voilà. Et c'est le directeur de cette école, qui s'appelait Alvin Johnson, qui a invité effectivement Thomas Hart Benton à réaliser ces fresques sur l'Amérique d'aujourd'hui. Hein. Et ce sont des fresques, évidemment, qui là sont consacrées à l'industrialisation, au sublime technologique, au travail. Hein.
que ce travail ici soit l'extraction du charbon dans les mines des Appalaches, et on sait comment ça a fini aujourd'hui avec Hillbilly Energy, hein, mais aussi évidemment les grandes centrales électriques qui sont alimentées par le charbon et qui polluent un tout petit peu, hein, mais vous savez que le président Trump adore ça, hein, ou que ça soit l'acier, hein, c'est-à-dire effectivement les hauts fourneaux, l'acier en fusion, etc., que ça soit le pétrole, hein, que vous voyez ici, qui va permettre effectivement aux avions de voler, hein, et puis que ça soit effectivement le travail de construction des ports, des bateaux, des échanges, des villes. New York et le Rockefeller Center sont suggérés derrière, en même temps d'ailleurs que l'agriculture, que vous ayez ici ce qu'on appelle lumbering, le bois, hein, ou que vous ayez ici les grandes exploitations effectivement de céréales du Midwest, le bois étant quand même assez destructeur d'environnement, il faut bien le dire, dans les Rocheuses, hein. Et puis là aussi, au contraire, le Sud, hein, le Sud avec la culture du coton et l'éternelle question, bien sûr, des Noirs et de l'esclavage. À cela, évidemment, Benton va rajouter le côté à la fois terriblement vulgaire et en même temps terriblement nouveau de la ville. C'est-à-dire que, bah oui, on a beau dire que la ville c'est épouvantable, etc., mais enfin c'est quand même là où on peut, quoi, assister à des matchs de boxe, aller danser, s'embrasser avec quelqu'un sur un banc, ou effectivement assister aux prêches de. Mais on peut aussi, effectivement, dans cette ville, aller danser, aller au cinéma, s'occuper d'activités sociales au service des plus pauvres, envoyer des télégrammes, etc. Alors, ça me paraîtrait extrêmement surprenant que Valentina d'un côté, Kahn de l'autre, Etzelford peut-être, Rivera peut-être, n'ait pas été au courant de ce que en 30-31 Benton avait fait. Alors vous savez, c'est très compliqué, ça a appartenu à cette nouvelle école de recherche sociale, ensuite ça a été racheté par une compagnie d'assurance qui s'appelait Prudential, qui va lui-même ensuite refiler à AXA, quand AXA a racheté en partie Prudential, et qui l'installait dans des atriums de grands buildings postmodernes à New York, et puis finalement, ils ont fini par se décider à s'en séparer et à le donner tout simplement au Metropolitan, ce qui est une belle chose. Le Metropolitan essayant désespérément de trouver un endroit où il puisse présenter la série intacte et complète, parce que c'est quand même un document fabuleux sur l'Amérique. Et ça se termine par ça, qui me paraît être très Rivera-esque, c'est-à-dire à gauche la question de la solidarité, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui distribue effectivement du café à des mains qui sont tendues, et puis de l'autre côté, évidemment, l'argent, le chapeau de forme, l'argent, voilà. Hein. Et puis, dernière chose, peut-être, hein, ne jamais oublier Frida Kahlo, qui est là, avec Rivera. Et ce tableau absolument extraordinaire, qui s'appelle Henry Ford Hospital, de 1932, ou Le lit volant, The Flying Dead. Vous le savez, à l'âge de 18 ans, Frida Kahlo a été prise dans un accident de bus. Elle a eu l'abdomen transpercé par une barre de métal qui est ressortie par le vagin, ce qui rendait la possibilité de donner naissance à des enfants extrêmement difficiles. Elle était enceinte au moment où Rivera était en train de travailler sur les fresques, elle était enceinte de lui, et elle a malheureusement, effectivement, perdu l'enfant à la naissance, comme par hasard, dans le Henry Ford Hospital. Et je ne peux pas ne pas penser qu'il y ait quelque chose. Vous voyez bien le thème de l'industrie qui est là derrière au fond. Hein, il est bien là, et il est bien là aussi. Hein. Et c'est quand même quelque chose qui date de 1932. Et c'est quelque chose qui se passe à Détroit, dans un hôpital qui a été financé par Henry Ford. Hein. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y ait un rapport entre eux, hein, avec effectivement cette idée du bassin, cette idée de l'enfant, cette idée du côté escargot des accouchements, ça dure tellement longtemps qu'on ne sait pas si ça va finir par sortir, et puis en bas effectivement le bassin fracturé, abîmé, les espèces de toilettes ou de Dieu sait quoi, la fleur perdue, enfin c'est très émouvant et très beau, hein. Et on va être obligé de... Et des présences et des lieux, c'est donc ce fameux DMA, ou DIA, ou Detroit Institute of Arts, dans lequel vous retrouvez ici un certain nombre de gens, hein, Diego Rivera, que vous voyez, le second à partir de la droite, Valentina, bien sûr, le premier à partir de la droite, et puis deux autres personnes, John Hastings, qu'on surnommait Viscount Hastings, qui était, et Clifford White, qui étaient des artistes mineurs, britanniques, importés, etc. Et alors évidemment, c'est fou,
hein, il a fait ça en 8 mois. Il a fait l'ensemble de la salle en 8 mois, donc avec une équipe. Bon, le seul à avoir fait toute une série de fresques, ça reste quand même Michel-Ange. Hein. Michel-Ange a fait tout seul le plafond de la Sixtine, 100 personnes. Hein. D'où les poèmes absolument fascinants dont il a ponctué cette espèce d'aventure complètement folle. Mais vous le voyez ici au travail. C'est-à-dire, évidemment, ce qu'on peut appeler quand même un atonaco, un plâtre, hein. Ensuite, évidemment, par là-dessus, une synopie, et puis ensuite, bien sûr, une coloration de... Et les dessins préparatoires sont extrêmement importants et intéressants. Tout ça est conservé au DIA, au Detroit Institute of Arts, et si, évidemment, vous justifiez d'un statut de chercheur qui vous permet, qui requiert pour vous la possibilité d'avoir accès à ces documents, on vous y laisse entrer, bien sûr, voilà. Alors, là, vous l'avez, hein, devant son œuvre, d'une certaine manière, qu'encore une fois, il va réaliser en 8 mois, avec des journées de travail d'environ 15 heures pour toutes les équipes. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il est en train de décrire un travail qui peut devenir aliénant, et il est lui-même en train de faire travailler, à commencer par lui, mais aussi les gens qui travaillent autour de lui, de façon qui est un tout petit peu... on comprend bien que si les journées sont de 15 heures, en 2 jours, vous avez fait la plus grande partie des 35 heures hebdomadaires, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a un gros problème, là, effectivement. Hein. Et alors, je ne voulais pas terminer avant d'entrer dans le regard sur les fresques, enfin sur le travail d'Olivera, les fresques elles-mêmes, les muraux, sans vous rappeler que malheureusement, dans les années 50, alors vous voyez, un monsieur qui s'appelait McCarthy, hein, début des années 50, c'est un peu dur. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est en train, dans la salle des muraux de Rivera, de mettre une affiche qui justifie le fait qu'on ne les détruit pas ou qu'on ne ferme pas la salle. Et le texte que vous voyez ici, et le texte que quelqu'un est en train de lire là, alors qu'on finit de l'installer, il est très clair. Ça a été écrit, on n'a jamais su par qui. La politique, enfin les opinions politiques de Rivera et sa quête continuelle de la publicité sont détestables. Mais essayons quand même de faire face clairement à ce qu'il a fait ici. Il est venu de Mexico à Détroit, a pensé qu'il y avait quelque chose dans nos industries de production de masse et dans notre technologie qui était à la fois magnifique et extrêmement excitant, suggestif, etc. Et il les a peintes, hein, cette industrie de production de masse et cette technologie, il les a peintes comme l'une des grandes réussites du XXe siècle. Hein. Donc quelque chose d'une sorte d'épopée contemporaine, d'héroïsme contemporain. Hein. Ceci est venu après, effectivement, le moment... Alors, debunking, ça veut dire, effectivement, en français, faire péter la baudruche. Hein, to debunk. Et alors, évidemment, à un moment, dans les années 20, toute une partie des intellectuels américains ont essayé de faire péter la baudruche. Alors, vous voyez, ça n'a pas réussi de manière durable, parce qu'en ce moment, on est en pleine baudruche. Hein, voilà. Mais bon, il y a eu ces années 20 qui ont effectivement fait péter la baudruche, quand tous nos artistes et nos écrivains ne trouvaient rien de bon en Amérique, et encore pire, dans cette partie de l'Amérique qui était le Middle West. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure j'ai insisté sur cette question d'une fierté civique ou d'une fierté régionale, parce que l'Amérique c'est une histoire de région. Hein. Stein a quand même écrit un bouquin qui s'appelle A Geographical History of America, une histoire géographique de l'Amérique. Et l'Amérique a toujours été déchirée par ce qu'on appelle effectivement des tensions. Hein. Ce qu'on appelle le sectionnalisme américain, qui a d'abord été un sectionnalisme nord-sud, qui est ensuite devenu un sectionnalisme est-ouest, et qui est aujourd'hui un sectionnalisme entre centre et côte. Vous retrouvez le même type d'opposition qui ont existé dans le temps entre le nord et le sud, sur la vision de ce que c'est qu'être américain, aujourd'hui, entre ce que le centre des États-Unis pense être américain, et ce que les côtes... Et c'est absolument pas la même chose, hein, ça c'est clair. Le seul problème, c'est que le centre est apparemment plus nombreux, et ils se sont déplacés plus nombreux pour voter. C'est le gros problème. Hein. Et donc, effectivement, si nous sommes fiers des réussites de cette ville, nous devrions être fiers de ses peintures et ne pas perdre la tête à propos de ce que Rivera est en train de faire au Mexique aujourd'hui. Et effectivement, dans les années 50, Rivera, c'est quand même une présence marxiste un peu claire et un peu... Et vous savez que ça lui a valu des pépins. C'est-à-dire que, on the strength of, puisqu'il avait quand même fait les fresques de Détroit et de Ford à
Détroit, les Rockefeller se sont dit, on pourrait peut-être le convoquer pour faire les grandes fresques, effectivement, qui sont en bas du RCA Building, au centre du Rockefeller Center. Alors évidemment, une fois qu'il a eu commencé, il y a eu une campagne de presse à New York pour dire « Oh, ben vous savez, quand même, c'est un peu embêtant parce que ce personnage-là n'est pas très recommandable au niveau des idéologies, etc. » Alors du coup, lui, un peu vexé, s'est dit « Oh, vous me cherchez, vous allez me trouver. Hein » Il a rajouté Lénine et Trotsky dans la fresque qu'il était en train de faire pour les Rockefeller dans le RCA Building. Alors là, Nelson Rockefeller, le fils de John D., qui est devenu ensuite, vous le savez, gouverneur d'État de New York, du vice-président des États-Unis, il a fait effacer les fresques. Et on a convoqué quelqu'un d'un peu plus calme et tranquille, José Maria Sert, qui est venu, effectivement, faire les fresques. Alors du coup, Rivera, furieux, a refait la fresque au Mexique, à Mexico. Ça s'appelait au départ, effectivement, l'homme contrôleur de l'univers, ce qui était, vous le sentez, un message un peu délicat à l'égard des Rockefeller. Hein. L'homme contrôleur de l'univers, c'est à la fois la manifestation d'une forme, mais c'est aussi quand même, etc. Hein. Alors finalement, gentiment, Rivera appelait ça l'homme à la croisée des chemins. Mais j'ai pas résisté au plaisir, parce qu'il l'a refait, donc, enfin, mais j'ai pas résisté au plaisir de volonté. Ça, quand même, ça ressemble étrangement à Lénine. Hein. Et ça ressemble très, très étrangement à Trotsky. Je suis même un peu sûr que Karl, il est là, hein, et que Friedrich est juste à côté. Hein. Il y a donc everybody who was anybody. Hein, ils sont là. Alors, c'est vrai que au centre du Rockefeller Center, ça aurait pu faire des hommes. Hein. Mais vous voyez, et en même temps, jamais les Rockefeller n'aura pensé à le faire venir à New York s'il n'y avait pas eu derrière lui, effectivement, la réussite de. Alors, venons-en évidemment à... C'est une énorme salle, hein, dans laquelle vous avez évidemment deux grandes entrées, hein, une entrée est et une entrée ouest, et donc deux grands murs, nord et sud. Juste ici, tout va bien. Pas des choses absolument... Voilà. Alors, vous avez vu ici le mur est, et vous avez vu maintenant le mur ouest, l'entrée ouest. Voici le mur nord, dont nous allons reparler dans un instant, qui est, lui, consacré à l'industrie de Détroit, et évidemment le mur sud, qui lui est consacré à l'industrie automobile de Détroit. Donc, à la fois forte, mais pas seulement forte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en ça qu'il faut être très prudent, parce que vous entendez souvent des gens vous dire « Ah, mais les fresques Ford de Rivera... » Non, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, regardons le mur est, qui est probablement le mur le plus naturel, hein, puisque vous voyez en haut une femme, évidemment, avec des céréales, donc c'est vraiment la terre. Là, on n'est pas dans l'industrie. On est dans les travaux des jours, on est dans le temps cyclique. C'est-à-dire que le gros passage, Michael Lukens, dans le livre magnifique qu'il a fait sur le Japon, qui s'appelle L'archipel du sens, dit très très bien que, comme par hasard, la révolution industrielle se produit au moment où on cesse de croire à un Dieu créateur, et où l'homme est obligé de récupérer à son profit la dimension créatrice de l'univers, et c'est la révolution industrielle. Parce que, évidemment, ici, vous avez cette idée d'un temps agricole qui est par essence un temps cyclique. Alors que le temps industriel est un temps linéaire. Vous avez un démarrage, vous avez un acmé, et puis après l'acmé, évidemment, vous avez la chute. Parce que vous avez utilisé trop de matières premières, vous ne savez plus quoi faire, vous ne pouvez plus trouver, tout ce qu'on voudra. Hein, voilà, les fossiles, le reste. Bon. Et donc voilà, bon, dessin préparatoire. En dessous de cette femme, vous avez effectivement un peu de légumes et un peu de fruits. Et de l'autre côté, vous avez une femme avec des fruits. Hein, effectivement, dessin préparatoire. Et à nouveau, quelqu'un qui, en dessous des fruits, a. Alors, ce qui est quand même extrêmement... Vous avez vu, hein, céréales et puis fruits et légumes, j'ai pas besoin. Voilà. J'ai essayé de décomposer tout. Non pas pour vous raconter des choses géniales, parce que vous trouvez ça n'importe où, mais juste puisque vous avez pris la peine de venir, autant que vous voyez, comme disait, c'est quand même pas inintéressant. Hein. Et alors, vous sentez bien qu'au centre, il y a quelque chose. Et au centre, vous avez cet extraordinaire enfant dans le ventre de sa mère. Et là, vous ne m'ôterez pas de l'idée que le tableau de Frida Kahlo que je vous ai montré il y a quelques instants, c'est le tableau qui a dicté effectivement ça. Puisqu'on... Regardez, hein, vous avez effectivement l'enfant dans, vous avez, alors là, le dessin préparatoire, hein, qui est très net, et qui montre à la fois tout ce qui est l'histoire de la vie. Alors là, vous ne pouvez pas empêcher non plus l'aspect complètement darwinien. C'est-à-dire que l'homme n'est qu'un moment de l'histoire de la matière du monde.
L'homme n'est qu'un agrégat spécifique et temporaire d'un certain nombre d'éléments du vivant qui ont produit l'homme, mais l'homme disparaîtra comme un certain nombre d'éléments du vivant ont effectivement disparu. Et vous avez tous les réseaux sanguins en même temps que tous les fossiles et tout ce que vous voudrez, juste vous montrer comme ça. Alors, regardez bien, la première fresque qui avait été traduite à cet endroit était une fresque consacrée aux travaux et aux jours agricoles. Et donc, si Rivera a renoncé à ce premier sujet, qui était une fresque consacrée aux travaux et aux jours agricoles, et qu'il a mis à la place le bébé fœtus dans le ventre de sa mère, c'est bien parce qu'il s'est passé quelque chose. Et je reste persuadé, vous ne montrez pas d'idée, que le lien est inévitable. D'autant qu'il était lui-même le père de l'enfant. Donc voilà. Alors, sur le mur ouest, évidemment, on va rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre sur le mur est, vous avez le technologie, pardon, sur le mur est, vous avez le naturel, sur le mur ouest, vous avez bien sûr le technologique. Et cette technologie, elle va se centrer autour de la modernité absolue, c'est-à-dire l'aviation. Une aviation qui est à gauche, une aviation de transport de passagers, une aviation qui est à droite, une aviation de guerre. Donc vous avez les deux. Alors ça, c'est fondamental. Ça, pour moi, c'est une chose que je trouve assez remarquable. Vous allez avoir une vision qui va continuellement, non pas refuser de trancher entre des ambiguïtés et des ambivalences, mais qui va continuellement vous montrer, vous donner à voir les ambiguïtés et les ambivalences. D'un côté, vous avez évidemment l'invention. Alors, pour les Américains, c'est très important. Nous, évidemment, c'est Robert Delaunay et Blériot et Clément Ader et tous ces gens-là. Pour les Américains, c'est Wright, c'est les frères Wright, qui sont fondamentaux dans l'imaginaire collectif américain. Ça, c'est bon. Et donc, cette idée que c'est quand même fabuleux, on peut voler. Le rêve de Léonard est, alors même si, vous le savez, la première manière dont finalement l'aviation s'exprime aux États-Unis, c'est dans la guerre de 14. C'est fou, quand vous pensez que Winston Churchill a passé son brevet de pilote d'avion en 1914, et que le fils de Theodore Roosevelt est mort dans un avion de chasse américain en 1918, 17 ou 18, 17 peut-être. Donc c'est quand même... Alors donc d'un côté, évidemment, l'aviation civile, que vous voyez ici, et sous l'aviation civile, regardez bien, vous avez la colombe de la paix, sur un champ de tournesol. Par contre, évidemment, de l'autre, vous avez l'aviation de guerre. Vous voyez, c'est un petit peu moins sympathique. Et sous l'aviation de guerre, effectivement, ou à côté de l'aviation de guerre, donc qu'est-ce que je vais vous montrer là? Voilà. Voilà. Là, non, pardon, vous avez, regardez, les gens qui sont en train de construire les avions en temps de paix, et en dessous, vous avez la colombe. Voilà. Par contre, regardez là, effectivement, vous avez les ouvriers, comme par hasard, masqués, et avec quelque chose qui ressemble à des masques à gaz, qui sont en train de mettre au point les avions de guerre, et sous ce geste, effectivement, de mise au point des avions de guerre, vous avez l'aigle, c'est-à-dire vous avez le rapace. Et donc, d'un côté, vous avez la colombe de la paix qui signale, effectivement, les activités aériennes de transport de passagers, et de l'autre, effectivement, vous avez les activités, au contraire, guerrières et violentes, qui sont accompagnées de l'aigle, du rapace, effectivement. Et là, vous avez, regardez bien, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je n'ai pas trouvé, je ne vous cache pas que j'ai passé quand même beaucoup de temps sur Internet à chercher toutes ces choses-là et à vérifier les définitions pour que ça soit aussi clair que possible. Mais cette fresque-là, qui est sous l'aviation civile et l'aviation de guerre, elle est extrêmement importante parce que c'est une problématique Rivera, c'est-à-dire l'interdépendance du Nord et du Sud de l'Amérique. Quel est le rapport qui se constitue entre une Amérique du Nord totalement industrialisée et urbanisée et une Amérique du Sud qui reste extraordinairement attachée aux activités agricoles et à la communauté villageoise. Et cette tension entre les deux, il décide de l'appeler l'interdépendance du Nord et du Sud. Et comme par hasard, vous voyez qu'il va introduire ici une référence aux cultures amérindiennes de la Mésoamérique, avec ces fameux masques dont une partie est une partie vivante et l'autre partie est une partie morte. Ce qu'on appelle des masques Tlatilco. Alors il corrigera. Moi je ne suis pas spécialiste pour ça. Et vous voyez que la partie vivante du masque est une partie ironique, puisqu'elle vous tire la langue, elle vous dire nananana,
hein, et à droite, vous avez la partie morte. Hein, et cette idée... Alors, c'est peut-être pas inintéressant, effectivement, qu'ils mettent la partie vivante du côté de l'Amérique du Nord et qu'ils mettent la partie morte du côté, effectivement, de l'Amérique, Mésoamérique ou Amérique du Sud. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire que l'Amérique du Centre et du Sud n'arrive pas à se sortir d'une certaine forme de mort économique, etc. Ou alors, est-ce que c'est très ironique et de dire, finalement, le Nord croit qu'il est vivant et pense que le Sud est mort, mais c'est pas du tout ça. Hein. Là, tout ça, vous vérifierez, vous méditerez. Et en dessous de ça, vous avez au registre bas, à gauche, effectivement, la vapeur, et à droite, l'électricité. Alors, à gauche, la vapeur, avec un ouvrier qui est en train de travailler dans une usine, effectivement, centrale à vapeur, et à droite, vous avez effectivement un cadre, hein, habillé comme un cadre, sous, effectivement, quelque chose qui est censé représenter l'électricité. Alors, vous voyez que la représentation de l'électricité, ça ressemble étrangement à une oreille. Ce qui introduirait peut-être le terme d'un management, effectivement, de surveillance et d'espionnage. En tout cas, alors ça vous n'êtes pas obligé de le croire, hein, mais si vous lisez un peu sérieusement sur les fresques de Rivera, on vous dira que le visage du cadre est formé de la jonction de deux visages, à gauche, alors ils sont ensemble sur la photo bien sûr, à gauche Henry Ford et à droite Thomas Edison, qui étaient des gens, enfin, Edison était un personnage fondamental, bien sûr, pour Ford. Alors, sur le mur nord, vous voyez qu'à chaque fois, en haut, vous allez retrouver la même chose sur le mur sud, sur le mur nord, vous avez la représentation des races. Et vous avez les 4 races qui vont apparaître, race rouge et race noire sur le mur nord, race blanche et race jaune sur le mur sud. Et en dessous, effectivement, vous aurez des attributs de ces races. On va commencer, effectivement, avec la race noire, la race rouge, pardon, c'est toujours un peu de bêtises, la race noire et rouge, la race rouge, hein, c'est-à-dire évidemment les Indiens. Vous voyez les dessins préparatoires, je dois dire que je suis très très fasciné par les mains. Il y a un travail sur les mains que je trouve absolument magnifique, travail à la fois de puissance et de violence, hein, ou de violence contenue, qui est étonnant. Et ça a été inspiré à Rivera par des figures Chacmool de la culture mésoaméricaine. Et en dessous, effectivement, il a toujours associé dans une sorte de mythologie personnelle la race rouge au fer. Et donc, vous avez effectivement du minerai de fer sous la race rouge. Sous la race noire, que vous voyez ici, hein, vous avez effectivement le minerai de charbon. Et vous avez là aussi la race noire avec un dessin préparatoire. Alors, regardez bien, de chaque côté de race rouge et race noire, vous avez à nouveau 2 panneaux. Un panneau rectangulaire en hauteur, un petit panneau rectangulaire en largeur, si je peux dire. Et là, on est à gauche, du côté effectivement de la race rouge, et vous avez, regardez bien, la manufacture de gaz empoisonné. Donc toujours cette idée que le progrès, la puissance technologique peut conduire à la fois à des choses absolument tragiques et dévastatrices, et en même temps à des choses absolument prodigieuses et totalement bénéfiques. Là, on est dans le dévastateur. C'est-à-dire la fabrication, c'est évidemment l'héritage de la guerre de 14 et l'apparition des gaz, et l'idée qu'on va pouvoir avec les gaz se débarrasser de gens qui, etc. Hein, dessin préparatoire, hein, et on vous montre ici des cellules humaines, vivantes, pas forcément uniquement humaines, suffoquées par du gaz empoisonné. Donc il n'hésite pas à vous montrer ça. Hein. Et de l'autre côté, regardez, vous avez effectivement, là où vous aviez à gauche de la fabrication de gaz empoisonné, vous avez le thème de la vaccination. Michel Rivasi me pardonnera. Hein. Et regardez bien ça, c'est étonnant, parce qu'en fait c'est une crèche. Si vous regardez attentivement, l'infirmière à gauche avec son bonnet d'infirmière, c'est une sorte d'auréole. Hein. À droite, celui qui vaccine, ça ressemble quand même à ce clone de Saint-Joseph. On a déplacé la du bœuf, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Hein. On a déplacé la du bœuf, et on annonce qu'il deviendra le bon pasteur, puisque les moutons sont là en bas à attendre qu'on s'occupe d'eux. Et donc, vous avez, c'est très 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 curieux de voir comment il est capable de récupérer
tout un discours évangélique et dogmatique pour, effectivement, ce genre de choses. Et vous avez la vaccination, et là, regardez, comme par hasard, on vous montre un embryon humain sain qui s'oppose aux cellules qui étaient empoisonnées par l'embryon humain sain, il est là. Et on retombe, à mon avis, sur le thème de... Alors évidemment, le grand panneau central, c'est l'industrie de Détroit. Et c'est l'industrie, évidemment, qui est l'industrie liée à tout ce qui est les hauts fourneaux, l'acier, voilà. Dessin préparatoire, on va passer rapidement, parce que je vois qu'il est déjà 19h20, je ne vais quand même pas vous garder jusqu'à la fin des temps. Mais c'est extraordinaire, parce que vous avez un regard extrêmement précis sur la machine, et c'est là où moi je dis que le précisionnisme de Charles Schiller ne peut pas lui avoir échappé. Il a vu ce que Schiller faisait avec ses photographies de ces machines absolument terrifiantes et fascinantes en même temps chez, regardez l'ensemble des machines, avec évidemment les poulets de métal en fusion, les chaînes, les choses qui se renversent, etc. C'est fou, c'est vraiment... c'est assez prodigieux. Quand vous pensez qu'ils ont fait ça en 8 mois à 15 heures par jour, il fallait un qui soit relativement nombreux et deux qu'il y ait quelqu'un qui soit extrêmement vigilant, coordinateur, efficace, etc. pour arriver à faire ça. Et vous avez tout le thème, effectivement, alors inévitablement, de la fabrication à la chaîne. Ça, vous ne pouvez pas empêcher que dans un pays qui, effectivement, est celui de Henry Ford, avant Taylor, mais quand même, on ne puisse que parler de la chaîne. Je vous ai pris diverses vues, avec, vous le sentez quand même, quelque chose concernant la présence des Noirs. Puisque vous le savez, les Noirs n'ont jamais pu rester dans le Sud, puisque le Sud n'a jamais fait sa réforme agraire. Une fois que ceux qu'on appelle les rédempteurs, c'est-à-dire les aristocraties racistes du Sud, sont revenus au pouvoir quand le Nord a cessé d'occuper militairement le Sud, jamais la réforme agraire n'a pu passer, et donc au bout d'un moment, les Noirs ont commencé à partir vers le Nord, où ils sont devenus un prolétariat industriel que le patronat adorait, parce que c'était un prolétariat industriel non syndiqué, et donc qui était prêt à accepter n'importe quelle forme de salaire, ce qui veut dire qu'ensuite ils étaient ostracisés par les ouvriers blancs et par les syndicats qui les accusaient d'être de jaunes et des briseurs de grève. C'est absolument fou. On a oublié ça un peu. Vous voyez, là, il y a très nettement un noir qui est là. Alors c'est assez étonnant, parce que vous avez, regardez quand même, la façon dont il est capable de faire coexister dans un morceau d'image des machines, des gens au travail, des mouvements de machines, des gens qui regardent, des chercheurs. Et regardez bien là, il est là. Vous voyez, il est là en train de surveiller son œuvre. Ça, c'est comme les grands artistes. Bon, je ne sais pas si vous connaissez bien la chapelle palatine des Médicis à l'intérieur du palais Medici-Riccardi. Le cortège des mages, qui est fondamental. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, parce que si vous branchez sur le cortège des mages, j'en ai un demain matin. Mais vous le savez, Benzo Gozzoli, le disciple préféré de, effectivement, Fra Angelico, il va mettre son visage dans un coin de, effectivement, la fresque du cortège des mages, de la chapelle palatine, du palais Medici-Riccardi à Florence. C'est sa signature. Et là, vous avez sa signature. Et tous ces gens qui travaillent, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez cette idée que tous ces gens travaillent ensemble. La grande question, bien sûr, c'est quelle est la valeur de ce travail à leurs yeux, à eux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils y gagnent un salaire? C'est déjà très important. Et est-ce qu'ils trouvent un sens à leur existence? Et alors en bas, regardez bien là, bon, je suis désolé, c'est une terminologie technique. Je ne vous cache pas que j'ai voulu en mettre une, mais finalement j'ai oublié. Mais dans les grandes palas d'hôtels de fin 15e, début 16e en Italie, vous avez une scène centrale, une Vierge à l'enfant assise sur un trône, par exemple, prenez n'importe quel Bellini, le couronnement de la Vierge à Pesaro, vous avez la Vierge assise sur un trône au centre, et puis de chaque côté, vous avez les saints qui sont debout, ce qu'on appelle une sainte conversation. Et puis en dessous, vous avez des petits tableaux rectangulaires, et vous vous apercevez que chacun des petits tableaux rectangulaires représente une scène de la vie du saint qui est au-dessus. Et c'est ce qu'on appelle une prédelle. Et du coup, effectivement, Diego Rivera, qui a vu ce genre d'art en Mésoamérique, importé d'Espagne via des influences italiennes, il va faire une prédelle. On va quand même s'en priver. Alors, première prédelle, effectivement, regardez, c'est l'entrée à l'usine, c'est-à-dire on pointe. Deuxième prédelle, effectivement, on verse du métal en fusion.
Troisième prédelle, effectivement, on travaille des volumes, etc. Quatrième prédelle, les lingots circulent sur des chaînes. Cinquième prédelle, vous avez des gens qui sont en train de remuer les lingots et de les mettre en tas. Et sixième prédelle, vous avez des gens qui ont leur lunch break, c'est-à-dire leur pause déjeuner. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est là où on voit qu'il y a constamment, de la part de Rivera aussi, une connaissance de l'histoire de l'art dont il se dit qu'il n'est pas inimportant de la mobiliser maintenant pour montrer que, au fond, la modernité apparente du sujet ne tue en rien la conscience mémorielle de tout ce qui a été fait dans l'histoire de l'art avant. Et on va terminer, rassurez-vous, avec le mur sud. Là, je sens que vous êtes en train de pousser un soupir de soulagement, vous disant, mais il va finir, ça y est, ouf, oui, voilà. Et vous avez la même chose, c'est-à-dire que là où vous aviez la race rouge et la race noire, race rouge à gauche, race noire à droite, vous allez avoir la race blanche à gauche et la race jaune à droite. Alors, la race blanche, elle est associée effectivement avec un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire du calcaire. En gros, c'est cette idée que le calcaire est en blanc. La pierre qui correspond à la race blanche, c'est éminemment le calcaire. Et de l'autre côté, vous avez la race jaune. Alors, je vous ai rapporté là un certain nombre. J'aime beaucoup. C'est très émouvant là aussi, parce que au DIA, ils ont conservé tout. Il a tout laissé, les dessins préparatoires, etc. Que vous avez ici avec le visage et le corps, mais ici toujours avec cette fascination des mains. Je trouve ça absolument magnifique. Et puis là, au contraire, vous avez associé à la race jaune des cristaux de quartz. Alors, ça fait partie d'une sorte de mythologie personnelle, c'est-à-dire qu'il utilise des choses qu'il associe volontairement dans une sorte d'univers imaginaire personnel à, par exemple, la race blanche et la race jaune. Alors, vous devinez bien sûr que, à nouveau, vous vous souvenez tout à l'heure, vous aviez la préparation des gaz empoisonnés avec en dessous, effectivement, l'aigle, et puis, non, qu'est-ce qu'il y avait ici? L'aigle, c'est ça, et puis de l'autre, effectivement, la préparation, peu importe, voilà. Et là, vous avez effectivement, regardez maintenant, le travail de bureau, c'est-à-dire que on ne peut pas, effectivement, imaginer qu'une usine fonctionne sans qu'il y ait ce qu'on appelle du clerical work. Alors, c'est assez étonnant. Parce qu'au fond, il est en train de vous défendre une vision organique de l'industrie. C'est-à-dire que, au fond, l'industrie crée un grand corps dans lequel chacun joue un rôle et contribue au fonctionnement de ce corps. Le problème n'est pas que ça soit pour l'industrie, le problème c'est que si à l'intérieur de ce corps, un des éléments du corps, un des membres, revendiquer une suprématie, une supériorité par rapport aux autres parties du corps. Il faut que le corps fonctionne de manière équilibrée dans la reconnaissance de ce que chaque élément du corps peut apporter. Et vous allez avoir effectivement ici le travail de bureau, les machines à écrire, les machines à calculer, etc. Avec, voilà. Et du coup, en dessous, vous avez ce truc assez étonnant qui est de la chirurgie. C'est-à-dire que, ben oui, un corps industriel, il a besoin d'être de temps en temps guéri, soumis à des chirurgies qui fait qu'on va renoncer à certaines choses, faciliter d'autres choses, inventer d'autres moyens. C'est très étonnant. Et puis là, au contraire, vous avez effectivement ici ce qu'on appelle les opérations chimiques commerciales, je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire par là, les opérations chimiques commerciales que vous voyez ici, c'est-à-dire des gens qui sont en train, alors on voit bien qu'à l'arrière, vous avez des gens qui sont en train de travailler dans un laboratoire, que ici, effectivement, vous avez des gens qui extraient des minerais dont on va se servir pour faire des opérations chimiques, et que là, vous avez des gens qui sont probablement en train de préparer les réactions à grande échelle, qui vont produire des produits chimiques et qui s'en protègent. Alors avec quand même quelque chose d'assez étonnant, qui sont les deux corps ici qui se rejoignent, et dont on a dit, rassurez-vous, ça ne vient pas de moi, j'aurais bien capable de trouver ça, c'est une influence du futurisme italien, qui cherche à emprunter au futurisme italien la fascination de la représentation du mouvement. Alors ça, c'est très important, parce que dans l'histoire de la photographie, vous avez deux emmerdeurs de première. Un qui s'appelle Newbridge, qui va, venu d'Angleterre vers les États-Unis, inventer une photographie qui va permettre de représenter toutes les étapes d'un mouvement. Et vous avez la même chose en France avec Étienne Jules Marais, à Dijon, qui inventera la chronophotographie. Et ça, pour la peinture, c'est terrifiant. Parce qu'effectivement, si la photographie est capable de représenter le mouvement,
La peinture, elle, ne sait pas faire. Et donc, il va falloir qu'elle apprenne, d'une certaine manière. Et la peinture qui se sentait supérieure, elle est tout d'un coup en position d'infériorité. C'est toute la grande lutte entre photographie et peinture qui va animer toute l'histoire de l'art en Europe et dans le monde entre la fin du 19e et le début du 20e. J'ai cité de nombreuses fois cette lettre, effectivement, que Gauguin écrit à Daniel de Montfred, son copain, enfin, son ami catalan. Il lui dit, parlant des photographes, vous verrez qu'un jour leurs images auront des couleurs et qu'elles bougeront. Vous avez entendu, là, le jour où les images des photographes auront des couleurs et qu'elles bougeront, qu'est-ce qui restera pour la peinture? Et la peinture a failli, enfin la peinture s'est sentie condamnée à un moment. D'où la radicalisation dans la peinture de la recherche, effectivement, des choses de niche. Comme par exemple la couleur. Le fauvisme ne naît pas n'importe comment. Il naît parce que la photographie ne peut pas encore faire la couleur. Et que ce que la peinture trouve, c'est... Voilà. Et alors ici, au contraire, vous avez effectivement le sulfure et la potasse qui sont représentés. Et alors, dans la partie centrale, vous avez évidemment la représentation de l'industrie automobile. Ford, bien sûr, mais toutes les autres industries automobiles qui, à côté de Ford, se sont développées à Détroit et dans sa région. Et là, vous avez les chaînes de montage des voitures, inutile de vous dire, en même temps que vous avez effectivement tout un tas de gens qui sont en train de travailler en bas. Vous retrouvez la présence multiraciale des travailleurs, qui est très importante, et vous retrouvez la présence, effectivement, de la surveillance. Le personnage que vous voyez là s'appelait M.L. Brick. Il était un des assistants de Henry Ford en charge de la production. Son apparence un peu sévère, ne dissimule pas le fait que, entre les contremaîtres et les ouvriers, il y avait inévitablement des tensions assez fortes. Et que Rivera en est conscient, tout en regrettant que le côté organique de la chirurgie, etc., n'existe pas probablement dans l'usine. En dessous, vous avez évidemment la production de tout ce qui sont, regardez, les roues, tout ce qui ont les systèmes de direction, etc. Et regardez, évidemment, on visite l'usine. Parce que l'usine est en elle-même tellement étonnante, tellement nouvelle, tellement mystérieuse, tellement fabuleuse, qu'il faut venir voir. C'est le technologique sublime, c'est le sublime technologique. Venez voir ce qu'on ne voyait pas il y a 100 ans et qui est quand même la grande nouveauté du monde, c'est-à-dire une autre manière de travailler, dont Adam Smith, dès 1776, dans l'enquête sur l'origine des nations, avait dit, attention, on est en train d'inventer une nouvelle forme de travail. C'est-à-dire un travail qui sera caractérisé par un geste fragmenté, répétitif et interchangeable. Et ça, Adam Smith n'avait lu ni Ford ni Taylor. Or, il avait déjà compris que l'originalité du travail industriel, ça serait cette fragmentation, cette répétitivité, cette interchangeabilité. Alors, vous voyez bien que la responsabilité sociétale de l'entreprise, à l'époque, n'était pas d'une clarté absolument lumineuse. Mais on était fasciné par la nouveauté d'un geste qui n'était plus inscrit dans un temps cyclique, mais dans un temps linéaire, et dans lequel, effectivement, chacun pouvait remplacer un autre. Et ça visite, et ça regarde les gestes. Et là, vous avez des machines absolument étonnantes. Vous sentez vaguement où ça va, avec les gens des deux côtés, vous voyez, qui sont en train de travailler, à côté de la machine. Alors là aussi, c'est pas moi qui ai inventé ça, bien sûr. C'est la critique, la dame dont je vous ai présenté le livre tout à l'heure, qui dit ça très clairement. La statue de Coatlicue, que vous voyez ici et qui vient du musée d'anthropologie de la ville de Mexico. Cette statue, Coatlicue, eh bien, elle représente la déesse mère, qui est à l'origine de toutes les divinités des panthéons de Mésoamérique, ou en tout cas du Mexique actuel. Et vous voyez bien qu'ici, la machine est une sorte de stylisation de la déesse mère. Et là, quand même, Rivera, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on sent bien qu'il y a une angoisse sur cette mécanisation du monde et cette mécanisation de l'homme. L'homme n'apparaît plus que comme un élément métonymique de la machine, finalement. Mais en même temps, vous avez une fascination pour le fait que ceci crée une nouvelle forme de vie, une autre vie. Et que, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau, ben là, vous l'avez, votre nouveau, finalement. Il est là. Et que, c'est sûr, c'est pas forcément rassurant, mais il faut en tout cas être capable de faire face à la nouveauté de ça. Et alors, du coup, en bas, bien sûr, comme par hasard, vous retrouvez les deux complices essentiels, c'est-à-dire Edsel B. Ford, en vêtements en complet gris,
et puis William Valentina sont les deux commanditaires, puisqu'en fait, évidemment, Edsel B. Ford a donné 20 000 $ au musée de Détroit pour payer en partie Rivera. Si Edsel Ford n'avait pas donné ces 20 000 $, la commande n'aurait pas pu être accomplie, bien sûr. Et vous avez encore la prédelle. Alors évidemment, là, on fait des engrais à partir du coke qui reste dans les fours. Et là, vous avez la production de pièces détachées pour réparer les machines. Parce que les machines, ça tombe en panne, c'est malade aussi. Et donc, de temps en temps, il faut changer les éléments de machine. Et vous avez Henry Ford, qui n'a jamais enseigné véritablement, mais qui vient. Ça, c'est très très important. Que ça soit Toynbee Hall à Londres, que ça soit à Chicago, Hull House, cette idée qu'un des aspects fondamentaux de l'engagement social de la fin du XIXe siècle, c'est la promotion par, évidemment, l'enseignement professionnel et le développement d'une compétence professionnelle supérieure à celle avec laquelle on est entré dans la communauté entrepreneuriale industrielle, et puis l'ouverture sur. Quand Jane Addams a fondé Hull House, sur le modèle de Arnold Toynbee et de Toynbee Hall à Londres, c'était pour qu'à la fois les gens puissent venir à cet endroit-là, être aidés pour toutes leurs démarches sociales, etc., mais aussi se développer au niveau de la compétence professionnelle et s'ouvrir à la culture et à l'art. On oublie aujourd'hui, effectivement, que des gens comme Frank Lloyd Wright, par exemple, donnaient régulièrement des conférences le soir à Hull House. Veblen, l'inventeur de la sociologie de Chicago, la théorie de la classe de loisirs, venait régulièrement à Hull House donner des cours, effectivement, aux immigrants ouvriers manuels qui travaillaient sur les grands hangars et silos ou aux abattoirs. Et là, vous avez effectivement l'usine de fabrication du verre. Et puis regardez, évidemment, ici, vous avez les gens. Là, vous avez un camion, comment ça s'appelle, renforcé, blindé. Un camion blindé qui vient apporter la paix haut. Et alors, vous vous souvenez, ça avait commencé sur le mur nord, la prédelle de gauche, c'était le fait de pointer. Et là, sur la dernière prédelle à droite, sur le mur sud, vous avez les gens qui quittent l'usine avec leur salaire. Tout ça, évidemment, c'est très émouvant parce que c'est l'objet d'un travail absolument fabuleux de la part de Rivera et de la part des gens qu'il a entraînés dans cette aventure. Et il est 19h37 et je pense que vous avez bien mérité de la patrie et que je vais m'arrêter là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour la question. Il nous reste une vingtaine de minutes pour des questions. Je me dis en t'écoutant que c'était bien que cette conférence ait eu lieu dans la salle Jean Jaurès. Il y avait quand même une certaine harmonie idéologique avec ce que tu nous as montré. Je ne sais pas qui souhaite poser la première question. N'hésitez pas. Je peux juste dire quelque chose, comme ça vous pourrez réfléchir à la question. Ce que j'aime bien chez Rivera, justement, et c'est peut-être ça qui le rapproche de Jaurès, c'est que ce n'est pas dogmatique. Je trouve qu'il n'y a pas un bon et un méchant, un bien et un mal. Il y a une présentation extrêmement souple, à la fois des possibilités assez fabuleuses de ce monde nouveau, et en même temps une dénonciation assez ferme des horreurs qui pourraient être générées et qui sont générées par ce monde nouveau. Et j'aime bien qu'il n'y ait pas une sorte de manichéisme trop marqué. Je trouve que c'est de la part de Rivera une preuve d'intelligence extraordinaire. Et je trouve que l'image, en tant qu'elle montre la dimension collective très forte, en même temps, cette image arrive à faire percevoir des individualités qui visiblement trouvent un certain accomplissement dans la réalisation de ces gestes individuels à l'intérieur d'un monde collectif qui prend son sens à partir de ces gestes individuels. Donc c'est bien que tu rappelles Jaurès parce que je trouve qu'il n'y a pas de manichéisme, et c'est ça à mon avis qui fait que c'est toujours regardable et toujours fascinant. Il n'y a pas de manichéisme effectivement dogmatique et idéologique. Donc, c'est
infiniment plus subtil et plus équilibré et plastique que ça. Merci. Alors voilà déjà une première question. Je m'approche de vous pour vous passer le micro. Est-ce que Diego de Rivera avait pu connaître le constructivisme russe? Est-ce qu'on peut faire un rapprochement aussi entre la façon dont, en 1920, dans la Russie soviétique, on représentait les usines et le monde industriel, et la façon dont Diego Rivera le percevait? C'est pas impossible du tout. J'avoue que moi, je me suis cantonné aux sources américaines parce que, visiblement, à ce moment-là, il passe son temps entre le Mexique et les États-Unis, mais son adhésion assez nette au marxisme pourrait expliquer qu'il ait eu au moins, probablement, vous pensez peut-être aussi à l'exposition rouge en ce moment, hein, c'est clair que... Alors, vous voyez, je trouve ça plus subtil que rouge. Voilà, je trouve que le rapport au travail et le rapport au fonctionnement n'est ni d'un lyrisme complètement, voilà, ni d'une dénonciation véhémente complètement. J'aime bien cette espèce de position de Rivera qui n'embellit pas, qui comment dirais-je, ne dramatise pas de façon, voilà, et bon, voilà, mais probablement, enfin, il faudrait repartir un peu plus loin. En tout cas, c'est vrai que la présence de rouge à Paris en ce moment incite inévitablement à regarder de ce côté-là. Peut-être aussi les fresques que Rivera a fait à Mexico City, dont là le message idéologique est peut-être plus nettement assertif. C'est pour ça que je garde un détroit. Alors c'est peut-être aussi parce que mon américanophilie de base et un peu élémentaire et stupide est archi connue, même si en ce moment elle a beaucoup de mal à s'exprimer pour des raisons évidentes. Mais je trouve ça, je trouve qu'il y a une sorte de, encore une fois, d'équilibre dans lequel rien n'est nié. Ces gaz empoisonnés, cette idée que l'industrie pourrait servir à faire vivre, qu'elle va probablement pouvoir servir à tuer. Ça, c'est quand même fou, parce que Rivera reprend là quelque chose qui nous est devenu maintenant familier, mais qui est témoin. Cette idée qu'au fond, le 19e siècle avait été caractérisé par un positivisme triomphant qui faisait que la science allait apporter la réponse à tous les problèmes. C'est un peu une caricature du positivisme que je fais, mais en gros, quand même, c'était ça. Or, qu'est-ce qu'elle a apporté la science? Elle a apporté un moyen de tuer plus efficacement et en quantité plus grande dans ce moment de révélation terrifiant qu'a été la guerre de 14-18. Hein, c'est-à-dire que là, on s'est aperçu qu'on pouvait tuer mieux, plus vite, plus définitivement, en plus grand nombre, etc. Hein, et que c'est quand même toujours mieux de laisser tomber les bombes d'en haut, parce que, bon voilà, parce que ça, finalement, ça tombe où ça peut, et même si ce n'était pas l'endroit auquel c'était destiné, ça fait quand même suffisamment de morts pour que, voilà. Et ça, je pense que il y a chez Rivera la prise de conscience de, voilà, et c'est, voilà. Mais en tout cas, je pense que la référence à rouge était importante à faire. Merci Pierre-Yves. Il n'a fait que des fresques. Il a fait de la peinture. Non, il a fait de la peinture de chevalet aussi, oui, tout à fait. C'est vrai que, je pense que là aussi c'est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui sait que le grand art, c'est la fresque. Et je dirais à la fois dans la fresque, dans le choix de la fresque, ou dans cette passion de faire de la fresque, il y a à la fois une sorte de fidélité à un passé, c'est-à-dire évidemment le fait que, bon, bah, on n'a probablement jamais fait mieux que depuis les fresques du bon et du mauvais gouvernement, que celle de Jules Romain dans le Palété à Mantoue c'est fabuleux, que la chambre des époux c'est à tomber par terre, que les Michel-Ange quand même c'est pas mal, l'instance de la signature de Raphaël c'est pas triste non plus, enfin il y a quand même je veux dire, il y a des prédécesseurs assez conséquents. Et je pense qu'il y a chez Rivera cette idée que, au fond, un artiste, c'est quelqu'un qui vit par la mémoire aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu ce grand moment de la fresque,
Mais il n'y a pas que ça, on peut penser au Tiepolo. Hein. Si vous allez à la Würzburg par exemple, hein, quand même, c'est, bon, on va dire, Tiepolo, c'est pas n'importe quoi. Hein. Certains d'entre vous étaient il n'y a pas encore très longtemps avec moi dans les villas palladiennes, quand même, tout le Véronèse et Tiepolo a pratiquement 2 siècles d'intervalle dans les villas palladiennes, c'est un art de la fresque qui est quand même assez suffocant. Et en même temps, il y a, je pense, cette idée qu'au fond, la fresque est un art plus populaire, je dirais pas, si j'irais même jusqu'à dire didactique au sens noble des choses, c'est-à-dire pédagogique. C'est un art qui va pouvoir regarder par un plus grand nombre. C'est la grande question, vous savez, c'est quand Giorgione commence à faire des toiles dont on sait bien qu'elles ne sont pas destinées à être vues en public, mais à être mises en privé chez les gens. Et ça, c'est assez intéressant. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui pourrait correspondre à ce souci d'avoir un art enraciné dans la tradition, mais qui renouvelle cette tradition, et en même temps un art qu'on appellerait « quote-unquote » populaire, au sens noble des choses, c'est-à-dire un art dans lequel une partie de la communauté qui est normalement se sent à l'écart de la culture peut tout d'un coup se voir dans la représentation artistique et comprendre que la représentation artistique lui est destinée et que justement par la représentation artistique on ennoblit, hein, on porte jusqu'au regardable des gens que jusque-là on considérait comme invisibles et non regardables. Ça pour moi c'est très important. Il y a une double fonction à la fois culturelle et en même temps, effectivement, pédagogique, sociale, populaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. D'autres questions? Il faut les laisser tranquilles. Là. Ah, voilà une. On Oui. ne retrouve pas, je parle un petit peu fort là, on ne retrouve pas, il n'est pas dupe du système finalement. Non. Et on ne retrouve pas cet antagonisme qu'on pourrait trouver dans le marxisme de lutte des classes. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas dupe que... Non, vous avez tout à fait... Ça, je suis très content que vous disiez ça, parce que pour moi, c'est très important. Alors après, vous pensez bien que, vous savez, la pancarte qu'on a mise là, oui. ça suppose, mais je ne connais pas suffisamment Rivera, sauf qu'il suffit de lire un peu de biographie de Rivera pour s'apercevoir qu'il y a ensuite une radicalisation qui va venir. Et puis c'est vrai, si vous voulez, que la doctrine Monroe, qui était destinée à tenir les Européens en dehors de l'Amérique, le corollaire Roosevelt, qui renforce ça, c'est normalement destiné à dire aux Européens, parce que les Européens, ils ont quand même profité un peu étonnamment de la guerre de sécession américaine entre le Nord et le Sud. Hein. Napoléon III a téléphoné à François-Joseph et il lui a dit « Tu me passes ton frère, je te donne des troupes. Hein. » Puis ils sont partis pour essayer de reconstituer un empire européen au Mexique. Alors si vous connaissez l'exécution de l'empereur Maximilien par Édouard Manet, vous savez que ça ne s'est pas très bien terminé. Mais il ne faut pas oublier que les États-Unis, on a profité de leur fragilité dans la guerre de sécession pour essayer d'aller se reconstituer, nous les Européens, un empire en Amérique, en particulier en Amérique centrale, dont on nous avait exclus assez spectaculairement avant. Mais à un moment, la doctrine Monroe et le corollaire Roosevelt, c'est devenu, qu'on le veuille ou non, le vecteur d'un impérialisme américain sur le reste des États-Unis, d'un impérialisme des États-Unis sur le reste de l'Amérique. Et il n'est pas anormal que Rivera peut-être ait gauchi sa position et ait radicalisé sa position. Mais c'est vrai que ce qui fait pour moi le prix de quelque chose comme les fresques de Détroit, c'est cette espèce de suspens de quelque chose de trop ouvertement polémique et de trop ouvertement idéologique. Et ça, pour moi, c'est très important. Je pense que c'est ce qui, en plus, esthétiquement parlant, rend les fresques extrêmement convaincantes. Moi, j'aurais une question. Oh, je crois qu'ils veulent s'en aller. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'histoire des États-Unis où on constate une telle ouverture artistique et culturelle? Parce que c'est quand même pas rien de venir faire peindre les murs de ces musées par non seulement Rivera, mais aussi Orozco, mais aussi Siqueiros à certains moments, qui étaient tous marxistes, purs et durs. Et voilà, est-ce que
C'est quelque chose d'unique ou bien est-ce qu'il y a d'autres... Non, il y a... D'abord parce que pendant très longtemps... D'abord parce qu'il y a toujours eu un drame sur les arts aux États-Unis. Benjamin Franklin, dans une de ses lettres, dit « On va quand même pas s'emmerder à faire des beaux-arts alors qu'on est en train de construire un monde. » Ça, j'ai un tout petit peu traduit vulgairement. Mais la phrase de Benjamin Franklin, c'est « Nous ne pouvons pas nous intéresser aux beaux-arts qui sont de l'ordre de la représentation alors que nous sommes en train de créer une nouvelle réalité. » Et c'est vrai que créer des images alors que vous êtes en train de créer du réel, les images, c'est quand même un peu moins... Voilà. Et donc, il y a toujours eu un léger problème entre les arts et l'identité américaine. En plus, évidemment, muni de ça, c'est clair qu'à partir du moment où vous dites qu'aux États-Unis, la création artistique, c'est pas le problème principal, si par hasard vous êtes intéressé par l'art, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un bateau pour partir en Europe. C'est ce qu'on appelle, évidemment, le thème international chez Henry James. C'est-à-dire que vous avez de jeunes... Alors, chez James, c'est encore plus net. Mais par exemple, si vous pensez à tous les grands artistes américains du début, ce sont des gens qui ont passé une partie de leur vie en Europe et en Italie. Parce qu'ils se disaient, mais on va pas... Surtout qu'en plus, si vous voulez, quand vous êtes massivement et radicalement réformé, et Dieu sait que j'ai beaucoup de respect pour la réforme, vous savez bien que dans la réforme, il y a quand même un tout petit problème sur le mimétisme. C'est-à-dire que le peintre qui se prétend l'égal de Dieu en créant quelque chose qu'on pourrait prendre pour la réalité de la création divine dans une sorte d'illusion mimétique, c'est pas bien ça. Et d'où cette prolifération de ce qu'on appelle aux États-Unis au début du XVIIIe siècle les limneuses, les peintres colporteurs, qui font de l'art naïf. C'est-à-dire qu'ils font des images, mais quand vous voyez leurs images, vous ne confondez pas ça avec la réalité. Vous dites c'est des images, voilà, qui se veulent comme telles. Donc il y a toujours eu cette tension. Le thème international chez James, vous savez ça par cœur, c'est qu'un jeune Américain ou une jeune Américaine extrêmement soucieux d'art et de culture et muni de plein d'argent qui s'en va effectivement en Europe. Innocent, riche, pensez au titre de Mark Twain, Innocence Abroad, innocent, riche et avide de culture. Et il ou elle va tomber en Europe sur des Européens qui sont pauvres comme Job, pervers comme il n'est pas permis, mais totalement cultivés. Et c'est ça qu'on appelle le thème international jamesien, depuis Portrait of a Lady jusqu'à The Wings of the Dove, ou The Ambassadors, ou Golden Bow. C'est cette idée que les Américains, innocents comme il n'est pas permis, incultes radicalement, et sans l'apercevoir, se disent qu'il faudrait quand même qu'on soit un peu plus cultivé. Donc, hop, j'ai beaucoup d'argent, et puis j'ai quand même mon innocence morale pour moi, je suis pur, chaste, etc. Et donc je m'en vais en Europe. Et là, je tombe toujours sur des Européens pervers, pauvres comme Job, dont ils vont piquer le fric des Américains, et incultes. Totalement cultivés, les Européens. Donc, ils vont satisfaire, effectivement... C'est le thème international jamesien classique, ça, qu'on le veuille ou non. Alors, le grand moment, outre ces... J'avais oublié, quand même, que Theodore Robinson, c'est celui qui épouse, effectivement, c'est une des filles de Monet, et qui s'installe à Giverny. Et qui va constituer autour de Giverny une communauté impressionniste américaine qui va faire basculer la peinture américaine dans l'impressionnisme. Mais le grand moment, probablement, c'est 1913, c'est l'Armory Show. C'est-à-dire le moment où, sous l'influence de Stiglitz largement, on fait venir les avant-gardes européennes à New York. Et alors là, ça fait un choc. C'est-à-dire qu'il y a en particulier un tableau de Marcel Duchamp qui s'appelle « Nu descendant un escalier ». L'itinéraire de l'exposition l'Armory Show, ça s'appelle Armory Show parce que ça avait été installé dans une ancienne armurerie. Donc ça va de New York à Boston à Chicago, par 3 fois, une reproduction du Nu descendant à l'escalier de Marcel Duchamp, faite par des étudiants de l'école des beaux-arts locale, sera brûlée publiquement devant l'entrée de l'exposition. Mais en même temps, toute une partie de ce qu'on a vu sur le précisionnisme tout à l'heure, c'est-à-dire tout le groupe de Stiglitz et les épigones de Stiglitz, n'auraient jamais pu exister sans l'Armory Show. C'est clair. C'est évident. Donc il y a quand même des moments où, voilà, beaucoup de gens disent, c'était comment ça s'appelle, mais je ne vais pas retrouver le titre maintenant, mais il y a un Canadien qui a fait un livre magnifique sur comment les exilés français de la Deuxième Guerre mondiale
à New York sont largement responsables pour le surgissement de ce qu'on appelle l'école de New York ou l'expressionnisme abstrait. Ça, je crois que c'est devenu... C'est Jacques Barzun, je crois qu'il s'appelle. Jacques Barzun a expliqué que s'il n'y avait pas eu à New York tout un tas de peintres français qui s'étaient exilés à cause de la Deuxième Guerre mondiale, probablement l'expressionnisme abstrait n'aurait jamais existé. C'est-à-dire Pollock, Barnett Newman, Mark Roscoe, William de Kooning, Clifford Steele, tous ces gens-là, qui sont quand même essentiels. C'est le moment où, pour la première fois dans l'histoire de l'art, une avant-garde se produit en dehors d'Europe. Ça, c'est fondamental. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans l'histoire de l'art. L'avant-garde n'est plus à Vitebsk, l'avant-garde n'est plus à Munich, elle n'est plus à Dresde, elle n'est plus à Milan, mais elle n'est plus à Paris, elle est à New York. Voilà. Merci. Dernière question? Eh bien, oui. Dernière. Oui. On voudrait juste savoir d'où venaient les artisans qui travaillaient avec Rivera. Des artisans qui travaillaient avec lui, des locaux qui lui avaient été recommandés ou qu'il avait... bon. Les États-Unis? Oui, des États-Unis, oui, tout à fait, des gens sur place, Il n'avait pas d'équipe, c'est la petite différence avec les artistes Renaissance, et les artistes Renaissance se déplaçaient, mais n'oubliez jamais, les artistes Renaissance, comme d'ailleurs les artisans médiévaux, ils avaient une équipe de 4-5 personnes autour d'eux, puis ensuite ils formaient des gens localement. Et toute cathédrale a été construite par des gens locaux, gérés par l'œuvre Notre-Dame, qui étaient formés par des artisans qui avaient déjà fait un chantier de cathédrale, qui arrivaient à 4 ou 5 et qui formaient les locaux pour que... Et dans l'histoire de la peinture de la Renaissance, de la première Renaissance, la Renaissance multipolaire de Alison Krauss, pas la Renaissance monopolaire romaine, mais dans la première Renaissance multipolaire, c'est clair que les déplacements de peintres qui se voyaient plus comme des artisans que des artistes, accompagnés souvent d'une équipe, ont contribué à ce qu'on appelle en anglais cross-fecundation, ou la pollinisation extraordinaire de la première Renaissance. Les gens arrivaient avec des choses qu'ils savaient faire, ils l'apportaient à un endroit, et ils recevaient de cet endroit d'autres choses. C'est assez étonnant. Et là, dans ce cas-là, je pense que Rivera a constitué son équipe avec des gens, comme par exemple, vous vous souvenez, j'ai montré à un moment 2 peintres, White et puis je ne sais plus qui, c'est ces gens-là qui l'ont aidé à trouver des gens sur place, à rassembler une équipe qui a quand même travaillé, 15 heures par jour pendant 8 mois. C'est assez fou. Bon, on retiendra le terme de pollinisation, transaméricaine en l'occurrence. Merci infiniment, cher Christian. Merci à vous d'être venu, d'avoir bravé la Oui, merci à vous. Et puis, à l'année prochaine.